Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bienvenue, c'est lundi, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Ça va Philippe, David? Ça va très bien, Cécile de Ménibus. On vous a manqué, on vous a manqué? Vous m'avez manqué. Ouais. Et moi je vous ai manqué? Non. Bah merci. Mais bien sûr, vous nous avez manqué, bien entendu, on est tellement content de vous retrouver en ce lundi. On va essayer de vous réchauffer, c'est vrai que la température est très très fraîche. Ils sont là en train de tapoter sur leur portable, ça envoie des textos, ça paye ses impôts. Ça dit que les vraies voix commencent. Oui, c'est ça. Et t'as des copains sur Instagram, Philippe? Oui, c'est ça. C'est quoi tes réseaux préférés, toi? Les gars, je fais juste un lancement et je dis juste bonjour et on arrive. 0826 300 300 si vous avez envie de commenter l'actu avec nous. Et on va revenir bien sûr au sommaire de cette émission sur l'actu du jour. On reviendra sur le Rassemblement National. A-t-il fini sa dédiabolisation suite aux propos du ministre Dussopt, Olivier Dussopt, à 17h30 dans les colonnes du Monde. Olivier Dussopt a estimé hier que Marine Le Pen avait été bien plus républicaine que certains élus de la NUPES. Lors des débats sur la réforme de retraite, la stratégie engagée par Marine Le Pen aurait-elle fonctionné, Philippe? Eh bien, Cécile, pour Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande, diaboliser le RN ne servirait plus à rien, puisque la nouvelle génération d'élus RN modernise et dépoussière l'ancien FN pour redorer son image auprès de l'opinion. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Rassemblement National est un parti comme les autres, ou pour vous, non, il est hors de l'arc républicain? On vous attend au 0826 300 300. Et à la question, le Rassemblement National a-t-il fini sa dédiabolisation? Vous dites oui à 70%. Et puis le coup de projecteur. On va en débattre. La France a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique? C'est le coup de projecteur des vraies voix. Dans peu de temps, Emmanuel Macron va lancer son discours à l'occasion d'un déplacement de 5 jours en Afrique centrale. Il devrait redonner le cap de la stratégie française en Afrique, alors que les Français sont de plus en plus contestés, Philippe. Oui, Cécile, on pense notamment au Burkina Faso ou au Mali, où les troupes françaises se sont retirées face à l'arrivée de la milice russe Wagner. Est-ce que pour vous, la France a encore un rôle? Est-ce qu'elle a une place à jouer en Afrique? Ou est-ce que pour vous, la France-Afrique, c'est terminé? L'époque coloniale, c'est terminé maintenant, il y a 63 ans? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et notre question, la France a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique? Vous dites non à 83%. On vous attend au 0826 300 300. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et ils sont là, ils sont revenus d'un week-end, ils ont l'air reposés. Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir, ma chère Cécile. On vous a vu travailler toute la journée. Aujourd'hui, vous avez bossé. Hein. Aujourd'hui, la télé, la radio avec Elisabeth Lévy aussi. Vous Ça avez va, remarqué, Elisabeth? est-ce que j'aurais le droit à un bon point? Parce que moi, j'ai été très sage depuis le début de cette émission, je tiens à le dire. C'est vrai, vous avez été très sage. Mais vous l'avez été ce matin également, paraît-il. Il faut se méfier d'Elisabeth parce que c'est un peu un diesel dans les émissions. Elle commence à nous entourer par son charme naturel et après, avec sa verve vénéneuse, elle nous assassine. Et cette voix que vous entendez, le plus flatteur, charme naturel ou verbe mais vénéneuse. tu sais que je t'aime, Elisabeth, mais voilà. C'est Christophe Madrol qui parle, parce qu'on ne sait pas qui parle, hein, puisque c'est il pas a le dit temps qu'il y de nous avait deux proposer. belles femmes et moi je dis que les compliments sexistes, nous prenons. C'est ça. Donc Christophe Madrol est avec nous, conseiller régional sud de l'Union des centristes et écologistes. Ça va, Christophe Madrol? Ça va comme une défaite de match. Ah bah oui, parce que hier j'étais au stade Vélodrome soutenir mon équipe de cœur, l'OM, mais face à un Mbappé brillantissime. On vous avez prévenu. Chapeau l'artiste. 9 sur 10 dans l'équipe. Vous avez regardé le match, Philippe Bilger, j'imagine? Ouais. Bien sûr. Oh, je demande pas à Elisabeth Lévy. Mais S'il y en a encore un qui me parle de ça. On peut vous parler de France-Écosse de rugby si vous voulez, c'était très bien aussi. Mais je serai quand même plus pour On a l'OM. vu un homme en slip, ça aurait pu vous Je intéresser. défendrai quand même l'OM avec mon ami Madrol. En plus, elle est de couleur blanc et bleu, les couleurs de l'OM. C'est pas mal, pas mal. Allez. Et au 0826 300 300, Grégory est avec nous. Bonsoir Grégory. Bonsoir Grégory. Non, c'est Renaud. Ah, c'est oui, Renaud. Grégory, on l'a déjà eu. Oui, c'était vendredi. semble-t-il. Bonsoir Renaud. Ah, ça a bugué, d'accord, c'est mon écran qui a bugué, pardon. Renaud, comment ça va Renaud? Mais bonsoir, très bien, et vous, Sud Radio? Bah Ah, écoutez, très bien. dites donc cette voix, bonsoir. Ça va Renaud? Ça va très bien. Vous êtes de l'Aveyron. Exactement, tout à fait, à Rodez. Et vous faites quoi dans la vie, Renaud? Je suis responsable du canton de Rodez au sein de la délégation départementale du Rassemblement National. Ah, D'accord. d'accord, Ah oui. ok. Donc vous allez réagir sur le premier débat. Oui, mais Oui. c'est pas votre métier, ça.
Allô Renaud, vous êtes là? C'est mon activité principale. Ah d'accord, très bien. Eh ben, en tout cas, soyez le bienvenu. Vous pouvez intervenir quand vous voulez et vous pourrez jouer contre l'un de nos éditorialistes du jour. Allez, la musique du jour, c'est... Et Philippe, vous allez nous dire West Side Story. Vous savez pourquoi cette chanson? Parce que le compositeur est décédé ce week-end, il avait 101 ans. Non, c'est pas Léonard Bernstein. Non, c'est un co-auteur. Ah bon, d'accord, parce que tout d'un coup, le vrai créateur, c'est pas le bon. C'est Walter Mirisch. Walter Mirisch, c'est ça. Il avait 101 ans, pardon. Il avait fêté ses 102 ans. C'est comme un bel âge, non? Et vous m'avez pas fait Mirisch mi-pauvre, c'est marrant. Là, c'est bon. Ben non, parce que là, oui, elle était pas mal, j'y avais pas pensé. Sinon, j'étais persuadé que vous auriez choisi la Calaf et Caruso. Elle aurait 100 ans. Et il aurait 150 ans. Ah, on aurait dû. Comme depuis quelque temps, on fait un peu dans la culture ici, sous l'heureuse influence de Françoise de Gois, j'ai pensé que vous auriez choisi la Calas et Caruso. Ah bon, on a raté ce coup-là. Avec Philippe Davis. Oui, il y aurait du boulot. C'est ça. Mais je n'ai pas osé trop séparer. Philippe David est extrêmement cultivé. Très cultivé. Je tiens quand même à le... Il fait du bien, nous impressionne. Il connaît par cœur l'équipe du PSG. Oui, il ne l'étale pas, mais en tout cas, il connaît bien. Voilà. Allez tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Monologue. Vous voulez faire un réquisitoire vaste avec un monologue contre ceux qui monologuent, engueulent, n'écoutent pas et refusent le débat. Oui, j'ai vu, comme beaucoup de Français, l'altercation au salon de l'agriculture entre cet écologiste fanatique et le président de la République. Il me semble, au-delà du fond, je laisserai Christophe discuter, d'ailleurs je ne vois pas quel était le fond qui était mis en avant, objectivement, sinon un délire agressif à l'encontre du président. C'est la forme qui m'a scandalisé. Pour une fois, j'ai trouvé que... Non, c'est pas pour une fois. Plusieurs fois, j'ai trouvé que le président, dans ce genre de situation, gardait sa maîtrise, gardait son calme, répondait calmement, tentait de placer un mot et rappelait à cet homme que le dialogue est fondamental, que le débat, mon Dieu, est une bonne chose, et que lorsqu'on s'en prend à un président sur un sujet précis, il faut au moins avoir la politesse de l'écouter. Ce qu'on fait ici, hein, oui, mais dans le micro, on écoute encore mieux. Eh bien, oui, mais vous avez toujours des arguments techniques. Hein. Et pourtant, ils sont importants. D'accord. Mais donc, voilà, j'ai détesté l'attitude de cet homme. Il ne suffit pas de dire que c'est de l'idéologie. C'est un homme qui, en plus, n'est pas poli et grossier. Et le président a fait tout ce qu'il a pu. Mais là, je trouve que sa patience a été méritoire. Elisabeth Lévy. Alors là, je suis totalement d'accord avec Philippe sur cette question du débat. C'était incroyable, ce type qui dit « Je ne suis pas là pour débattre ». Ben, t'es là pourquoi, alors? Je veux dire, mais je voudrais rajouter que, en plus, je pense qu'on peut être tout à fait critique sur Emmanuel Macron, sur sa politique, ses choix, ses décisions. Mais il suscite une sorte de haine automatique, en quelque sorte, où les gens pensent qu'ils disent Macron. Quand ils disent Macron, ils ont tout dit. Et alors on va me dire que tous les présidents, c'était le cas. Eh bien non. Je ne crois pas que c'était de même nature. Il y a quelque chose là, si vous voulez, on le voit sur les réseaux, etc., qui est au-delà de la raison. Et encore une fois, moi, j'ai pas du tout envie de défendre la politique d'Emmanuel Macron. Mais enfin, il l'a dit d'ailleurs à ce monsieur, il a été élu. C'est vrai. Christophe Madrone. Oui, moi je partage ce que je te dis, Philippe. Moi je suis tenant d'une écologie raisonnable. Et tous ces passages à l'acte, que ça soit ce jeune garçon au salon de l'agriculture ou que ça soit ces pots de peinture envoyés sur les ministères et à la visée au visage d'Elisabeth, c'est de la même chose. Ça dessert le combat écolo. Tu as raison, Elisabeth. Macron n'est pas très vert en la matière, et c'est vrai que tout le blabla qui nous sort autour de la question écologique n'est pas à la hauteur des engagements que la France devrait prendre. Le rapport du GIEC, on l'a abordé sur ce plateau, montre que si on ne réagit pas dans les 10 prochaines années, la Camargue, par exemple, va disparaître sous les eaux. Il y aura plus d'eau
pour alimenter la plupart des nappes phréatiques. Il n'y aura plus de neige dans les Alpes. Toutes ces questions-là fondamentales nécessitent des réponses immédiatement. Mais le passage à l'acte de ce jeune qui refuse le débat est aberrant. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un débat serein en France. Nous avons besoin d'un débat qui conjugue économie et écologie, développement des territoires par l'emploi, mais aussi protection de l'environnement. C'est l'objet aujourd'hui du débat. Ce n'est pas de dire nous allons mourir dans 700 jours où Macron est un sale con. Une fois qu'on a dit que Macron est un sale con, il faut passer maintenant au vrai débat. Christophe, merci pour ces observations sur le fond, mais Elisabeth a dit quelque chose que je crois très juste, même si ça peut apparaître paradoxal. Je crois qu'en effet, malgré l'image qu'on a d'Emmanuel Macron à cause de ses premières saillies, où il semblait toujours critiquer les Français, c'est un homme qui s'est fait plus attaquer que les autres, parce qu'en réalité, dans le dialogue, il est beaucoup plus respectueux de l'autre qu'on le dit. Ça, je crois pas. Ah si, je connais bien le président pour avoir débattu longuement avec lui. Je parle dans la vie publique, dans les empoignades, lorsqu'il rencontre les gens. Sarkozy n'aurait pas toléré une seconde d'être traité comme cet idéologue écologiste le traite. Il y a le casse-toi pauvre con. Oui, absolument. Ouais. Là, Macron, il écoute quoi. Il n'est pas dans une attitude de rupture et d'hostilité. Elisabeth Lévy veut réagir. Dans le micro aussi. Oh, il nous en kikine avec son micro. Le technique, on est vraiment convaincu. On va lui dire ce qu'il a de micro, lui. Hein. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous avez des photos, non, je voulais embêter quand même un peu Christophe qui commence par nous dire qu'il est pour l'écologie raisonnable et qui après nous explique que la Camargue aura disparu d'ici 10 ans. C'est très raisonnable, effectivement. Oui. Je ne crois pas qu'il faille prendre les hypothèses les plus calamiteuses du GIEC pour argent comptant. Et moi, je ne prends pas tout ce que dit le GIEC comme parole d'évangile. Il y a aussi d'autres scientifiques qui ne disent pas la même chose. Et j'en ai assez d'entendre que ces espèces de prévisions apocalyptiques, il y aura plus d'eau, il y aura plus de ceci, il y aura plus de cela, comme si l'intelligence humaine allait rester figée. Ben non, non, mon cher Christophe. Mais ma chérie, je te rappelle deux choses. Quand je te parle que la Camargue risque d'être sous les eaux, c'est pas le maximum, c'est le minimum. Aujourd'hui, la Méditerranée prend 2 cm par an. Et ça, c'est prouvé par l'ensemble scientifique. Donc, tu vois, ça va très vite. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, regarde les stations des Alpes, il n'y a plus un pet de neige. On me fait marcher les canons à neige. C'est une réalité. Quand j'étais minot, rappelle-toi qu'on était jeunes, Elisabeth, et qu'on allait au ski, et que nous allions au ski. Les Alpes du Sud, il y avait de la neige. Aujourd'hui, t'as plus un pet de neige. Quand j'étais petite, il y avait même de la neige à Paris. Donc, c'est une réalité. Quand on parle de manque d'eau aujourd'hui, quand on parle des bassines, moi, je suis pour les bassines d'eau. Tu vois, moi, je suis contre les écolos farfelus. Parce que la question des agriculteurs, et on va en parler tout à l'heure, la question, c'est l'eau. Comment on va faire demain, puisqu'il n'y aura plus de nappes phréatiques qui permettent de pouvoir arroser nos champs et nos cultures? Ça, c'est une réalité. C'est pas du fantasme d'écolos qui fument des joints. Merci beaucoup. Quel rapport avec qui a parlé vous restez avec nous. Moi, je suis pour le débat, moi, monsieur Philippe David. On y va, allez, on y va. La suite de l'actu, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, puis on reviendra sur ce débat du jour sur Olivier Dussopt qui a estimé hier que Marine Le Pen avait été bien plus républicaine que certains élus de la NUPES. Et bon, vous imaginez bien que ça fait parler. On vous attend au standard 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Notre belle équipe du lundi avec Philippe Bilger qui est avec nous. Ça va, mon Philippe? En pleine forme. Bon, tant mieux. Oui. Christophe Madrol est avec nous. Ça va, Christophe? Ça va très bien. On est content de vous avoir. Et Elisabeth Lévy. J'allais dire, je garde aussi le meilleur pour la fin. Elle vous flatte. Et moi, je rosis. Ouais, je pourrais vous mettre à la fin tous les 3. Immédiatement. Voilà. C'est ça. Dans quelques minutes, on va revenir sur le débat du jour, sur ces colonnes dans le monde. Vous savez, Olivier Dussopt a estimé hier que Marine Le Pen avait bien été la plus républicaine que certains élus de la NUPES. Pour l'instant, on vous parle de cette dédiabolisation du RN. Est-ce que ils ont fini par être dédiabolisés? Vous dites oui. À 66%, ça baisse. Oui. Et on en parle dans quelques instants. Vous voulez intervenir 0826 300 300 tout de suite. 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir à tous. Et ces 3 mots sont détention, fuite et école. Une détention provisoire pour Pierre Palmade malgré son AVC ce week-end.
week-end. Une fuite de laboratoire à Wuhan à l'origine du Covid, selon le scénario désormais privilégié par le ministère américain de l'énergie. Et puis le départ de 4 enseignants d'une classe d'une école près de Marseille à cause du comportement d'un élève de 7 ans. Les vraies voix Sud Radio. La cour d'appel a finalement placé Pierre Palmade en détention provisoire. Jusqu'ici, l'humoriste était assigné à résidence à l'hôpital au service addictologie, hospitalisé sous bracelet électronique après cet accident de la route provoqué sous cocaïne le 10 février. Désormais, sur le papier, Pierre Palmade dépend de la prison de Fresnes, mais dans les faits, il reste pour le moment à l'hôpital à cause de son état de santé, son AVC de ce week-end. Dans ces circonstances, Hector Lajouani, avocat pénaliste, ne croyait pas encore ce matin à ce placement sous le régime de la détention provisoire. Les critères qui pourraient éventuellement poser question dans le dossier Palmade, c'est celle d'une fuite de sa part ou celle d'un renouvellement des faits. Fuite de sa part, moi je ne crois pas qu'il ait l'intention de fuir la justice. Il risque la prison certes, mais il n'est pas dit qu'il passe 20 ans ou même 5 ans en prison. Donc moi je ne crois pas du tout qu'il ait envie de fuir la justice. Par ailleurs, il pourrait très bien être obligé de remettre son passeport et sa pièce d'identité pour démontrer qu'il n'a pas envie de fuir le pays. Et puis le renouvellement des faits, je ne vois pas en quoi ce monsieur aurait envie de renouveler les faits. Il a de l'argent, il peut se payer un chauffeur. Puis, quand vous avez toute la France qui vous traite de sombres personnages depuis 3 semaines, vous n'avez, je crois, pas envie de commettre de nouveaux délits ou de nouvelles infractions. Maître Hector Lajouani, avocat pénaliste à Versailles, interrogé par Frédéric Brindel pour Sud Radio. Selon leurs avocats, en tout cas, les victimes iraient toujours très mal, notamment l'enfant de 6 ans qui a été défiguré, toujours nourri par sonde. Une réaction, les vraies voix? Ça me touche, j'entends ce jeune avocat qui est le fils d'un excellent éditeur, ça me replonge dans... C'est capital, ce que je dis là, c'est fondamental. Ah oui. Non, mais il a, d'une certaine manière, il a raison. Moi, je suis étonné qu'aujourd'hui, on le place en détention, si j'ai bien tous les éléments, Cécile, alors que ça aurait été, à mon avis, plus justifié lorsqu'il a comparu pour la première fois devant un JLD. Alors que la structure médicalisée montre qu'elle a un effet positif, maintenant on le met en détention, mais les mystères de la chambre d'accusation sont impénétrables. Enfin, il reste à l'hôpital. Il reste à l'hôpital. Oui, quand même. pour l'instant. Ouais. Oui. Est-ce que, je pose la question à notre cher procureur, est-ce que tout simplement ça ne prouve pas qu'ils sont influencés par l'opinion? Non. Oh, où allez-vous chercher ça, chère Elisabeth? Vraiment? Comment peut-on imaginer que des juges seraient sensibles à la pression de l'opinion? Jamais. Un mot, Christophe Madrol? Non, moi je partage ce que dit Philippe. Effectivement, je pense. Toi, tu partages tout ce que dit Philippe. Moi, j'adore. Malheureusement, c'est la voix de son maître. Elisabeth, qu'on soit très clair au début de l'émission, je suis fan de Philippe Bilger. Oui, j'ai pas été jalouse. Bon, mais réciproquement. Alors. Voilà, d'accord. Donc voilà. Allez, rhubarbe, c'est né. Mais là, c'est délibéré. Nous sommes en couple depuis quelques temps. Et je peux pas faire un trouble avec vous? Nous ne prenons pas de cocaïne ensemble. Et je peux pas faire un trouble avec vous? Un trouble avec nous à 3. Un trouble à 3. Oui, c'est on peut lancer le débat et développer auditeurs de Sud Radio. Oui. Non, ça, sérieusement, je crains que vos épouses je crois, on en parlera tout à l'heure, je crois que l'ami Palmade est malade. Je pense qu'il a besoin de soins. Je pense que mettre en prison ce garçon, il n'est pas dangereux aujourd'hui pour la société, il est dangereux pour lui-même. Donc il a besoin d'un suivi médical important. Et je partage ce que dit Philippe, soignons-le, qu'il soit soigné et que la justice fasse son cours. Ouais. On en vient à cette question que le monde entier se pose depuis 3 ans, Félix. Qu'est-ce qui a causé ce nouveau coronavirus dont le 20h de France 2 parlait pour la première fois le 18 janvier 2020? C'est ici que tout a commencé. Les premières victimes ont été contaminées sur ce marché de la ville de Wuhan, en Chine. Avec les mesures mises en place, nous allons empêcher l'épidémie de s'étendre. Aux origines du Covid, le ministère américain de l'énergie estime désormais qu'un accident de laboratoire en Chine est probablement à l'origine de la pandémie. L'hypothèse de la fuite, désormais privilégiée par ce ministère selon des sources anonymes citées par la presse américaine, le Wall Street Journal, le New York Times et CNN. Pour autant, toutes les agences de renseignement américaines ne sont pas d'accord sur ce point. Beaucoup d'autres privilégient toujours le scénario d'une transmission naturelle d'un coronavirus
coronavirus aux humains. Un virus, en tout cas depuis rebaptisé Covid-19, qui aurait fait 7 millions de morts dans le monde approximativement. Ce serait pas le moment pour la Chine. Hein. Non mais alors d'abord c'est le P4, c'est ce laboratoire. Donc je vous rappelle que c'est nous qui l'avons. C'est notre labo, hein. C'est nous qui l'avons construit. Il faut quand même pas l'oublier. Non, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 ans, quand on envisageait cette possibilité, et ça doit tous nous faire réfléchir à cette notion, on était immédiatement traité de complotistes. Simplement quand on posait la question, comment, mais non, c'est la chose, comment s'appelait cette fameuse chauve-souris? Le pangolin. C'est le pangolin, vous ne comprenez rien. Le pauvre, donc s'il avait su. Il y a le une vague de pangolinophobie. Si ça se trouve, le pangolin a été gravement diffamé. Et j'attends. Discriminé. Donc c'est quand même, non mais ça me fait réfléchir sur cette idée de complotisme, parce que parfois on émet des hypothèses et que si celle-ci, on ne sait pas encore si c'est vrai. Concrétise. Il faut faire attention, parce que ce sont les Américains qui le disent, des Américains d'ailleurs, pas tous. Donc attendons d'autres confirmations. Ça les arrange bien en ce moment de dire ça, peut-être aussi. Oui, bon. Bah, je vais me faire traiter de complotiste. Je me tais. Et allez, dernière petite brève, cette situation inédite près de Marseille. Écoutez bien Christophe Madrol. 4 enseignants quittent tour à tour une classe de CP-CE1. Ça se passe au Plan de Cuc, près de Marseille. En cause, un élève de 7 ans qui s'en prend physiquement à ses petits camarades, mais aussi aux enseignants. Alors, selon nos confrères de BFM Marseille, 19 signalements ont été effectués au total avant que l'académie ne finisse par interrompre sa scolarité sur place. Il faut dire que 4 enseignants avaient tour à tour jeté l'éponge. Interruption de la scolarité de cet enfant en attendant de trouver une solution pour lui, puisqu'il est atteint de troubles du comportement, mais qu'il avait malgré tout été maintenu dans cette école malgré les questions que ça engendrait pour l'équipe enseignante. Mais que des enseignants jettent l'éponge. Oui, c'est fou face à un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans. Oui, mais ça, je comprends, Philippe. Moi, ça a été mon boulot d'éducateur. Pendant 15 ans, j'ai fait ça dans les classes marseillaises, dans les classes. Les budgets ont fondu comme peau de chagrin depuis 15 ans. On avait à l'époque, dans les classes classiques, là on parle de primaire, des aides sociales qui nous permettaient de nous décharger de notre travail quand il y avait un enfant qui avait des troubles. Aujourd'hui, il n'existe plus. Donc aujourd'hui, on est en face à face pédagogique, en direct avec l'enfant, et à un moment donné, on n'en peut plus. Moi, j'ai eu des cas d'enfants que je ne pouvais pas, tout jeune, pas maîtriser, Philippe. Oui, mais pas maîtriser, pas maîtriser. Et je peux comprendre le fait que les enseignants, 19 signalements à l'Éducation nationale. Ça veut dire que ces gamins tapent, ces gamins déchirent les affaires de leurs copains, ils mettent la classe et l'école en insécurité. Aussi, excusez-moi, il y a là-dedans, à l'origine de cela, il y a aussi cette idéologie de l'inclusion de tout le monde et de tous tout le temps, c'est-à-dire que l'idée que l'école peut accueillir tous les enfants, quels que soient leurs troubles. Et rappelez-vous, quand Éric Zemmour, pendant la campagne, a dit que peut-être certains enfants devaient plutôt aller dans des structures spécialisées parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge avec tout le monde, on l'a traité de facho, de ceci, de cela, d'andiphobe, de tout ce que vous voulez. Il faut reconnaître que l'école peut pas accueillir, si vous voulez, un si large spectre de comportements. Enfin, je suis d'accord avec toi, et pas forcément tout le temps avec Philippe Bilger. Je partage ça parce que moi j'ai combattu la question de l'inclusion. Allez. Ah oui? On n'a plus le temps. Moi, j'aime bien la gauche, Madrol, en fait. J'aime de gauche aussi. C'est les gens viennent dessus, mais c'est important, tu as raison. Oui. Mais on a envie de garder Madrol simplement. Bah oui. Peut-être pas la gauche. Quel beau trouble vous faites. Vous restez avec nous. Dans un instant, le grand débat du jour sur cette petite phrase d'Olivier Dussopt qui estime que Marine Le Pen avait été bien plus républicaine que certains élus de la NUPES. Ça vous plaît pas beaucoup, en tout cas. Vous dites oui à 67% sur cette dédiabolisation du Rassemblement national. Et on vous attend pour en parler au 0826 300 300. Bienvenue. Philippe Bilger est là, Elisabeth Lévla et Christophe Madrol est là. On est ravis de vous retrouver. C'est lundi. À tout de suite. C'est les vraies voix, je devrais plutôt dire ce sont les vraies voix, mais c'est l'émission des vraies voix. En tout cas, aujourd'hui, c'est lundi, il fait gris, il fait triste, il fait froid. Venez donc vous réchauffer avec nous, à côté du chaleureux Philippe David. De la chaleureuse Cécile de Ménibus. Nous, on chauffe le studio à nous deux. Une grosse bûche, Jacques. Ça change de micro parlé par Philippe Bilger. Oui, mais mon Dieu, si on peut choisir la chaleur. Oui, bon.
Bon, je vous laisse. Moi, je suis d'accord avec toi. Philippe, on t'aime bien. Hein, ouais, t'aimes beaucoup, mais recule. Il se met toujours dans la même orbite. Oui, justement, on en parle. Ça suffit, bon, bref, allez, on commence pas les blagues graveleuses. Christophe Madrol est avec nous, conseiller régional Sud, Elisabeth Lévy et bien entendu Philippe Bilger est avec nous. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un grand quotidien britannique comme le Times qui écrit « Marine Le Pen est favorite pour la prochaine élection présidentielle pour devenir présidente ». Dans le sondage qui est sorti dans le JDD, Marine Le Pen et les députés du Rassemblement national ont été l'opposition la plus sérieuse et la plus crédible. Lancer une campagne dite de dédiabolisation montre ses limites et à la fois son échec. Vous savez, j'ai toujours considéré que la dédiabolisation était pour nous l'obligation de nous montrer tels que nous sommes. La ligne gagnante, c'est celle-là. Nous incarnons la voie du sérieux, la voie de la raison. Et nous sommes très loin des caricatures qui pouvaient être faites de nous. Beaucoup de Français se disent que nous sommes aujourd'hui la seule alternance à la politique qui est conduite. Et il faut continuer à faire ce travail-là. Et cette question du jour, le RN a-t-il fini sa dédiabolisation? Vous dites oui à 68%. Et c'est Olivier Dussopt qui a dit, je le rappelle, que Marine Le Pen avait été bien plus républicaine que certains élus de la NUPES lors d'un débat sur la réforme des retraites. Pour le chef de file des Insoumis, Mathilde Panot, c'est une honte, Philippe. Oui, même si au RN, certains prennent le contre-pied de Mathilde Panot, je cite, le vrai visage du RN émerge loin des caricatures médiatiques. C'est le député RN Kevin Mauvieux qui dit ça. Alors, même si Olivier Dussopt a remercié Marine Le Pen, il affirme toutefois que la majorité présidentielle n'a rien en commun avec le Rassemblement national. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le RN est un parti comme les autres et que la dédiabolisation est terminée? Ou pour vous, est-ce qu'il doit être maintenu hors de ce qu'on appelle l'arc républicain? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, William Emmanuel, est avec nous, directeur de Bastille Magazine et auteur du livre « Nous, le peuple, la démocratie face à ses ennemis », publié aux éditions chez VA Éditions. Bonsoir, bien sûr. Bonsoir. Bienvenue, pardon. Bonsoir, pas bien sûr. Bonsoir à vous. On vous accueille avec plaisir. On revient avec vous dans quelques instants. D'abord, un petit tour de table, Philippe Bilger, sur cette dédiabolisation du Rassemblement national. Je trouve qu'il est extravagant qu'il y ait une polémique à la suite de cette phrase d'Olivier Dussopt. Il parlait non pas tant du fond avec lequel Renaissance demeure complètement en hostilité, mais il parlait d'une certaine attitude à l'Assemblée nationale. Et il est extravagant que le simple fait de dire que le Rassemblement national, sur ce plan-là, a été plus républicain que les fils qui crèvent les yeux et l'esprit, a créé une polémique. Si je peux rajouter quelque chose, la dédiabolisation, elle devrait être opérée déjà. Mais simplement, pourquoi ne va-t-elle pas jusqu'au bout? C'est que d'abord, on n'y croit pas qu'on fait de la part du Rassemblement national. Et deuxième élément, il est plus sérieux, c'est que ceux qui constituent l'opinion en France, et notamment beaucoup de médias, ont besoin d'un Rassemblement national diabolisé. S'ils n'avaient plus ce Rassemblement national, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien critiquer et battre en brèche? Je crois que c'est pour cela que je n'ai pas de crainte, même sur 2027. Écoutez, d'abord, les électeurs depuis longtemps ont opéré cette dédiabolisation. Ils se fichent complètement des oukases des médias, parce que ce sont les médias et une certaine gauche qui a fait de l'antifascisme de bazar, parce que normalement il faut des fascistes pour faire de l'antifascisme, mais eux, il faut de l'antifascisme sans fascisme, ce qui est beaucoup plus rigolo. Et cet antifascisme stupide est devenu leur seule identité. La réalité, c'est que si vous enlevez, pas seulement aux médias, mais à la NUPES, si vous voulez, le genre, les postures, les poses de Mathilde Panot qu'elle elle-même ne croit pas, il ne leur reste rien. Et ils sont orphelins. Pourquoi? Parce que ils se sont séparés du peuple qu'ils devaient représenter. D'ailleurs, leurs électeurs ont fichu le camp au Rassemblement national. Et maintenant, si vous voulez, ils sont là à pleurnicher, à pousser des cris d'orfraie. Comment nous ne nous allions pas avec l'extrême droite, sans jamais nous dire en quoi ces gens sont d'extrême droite. Jamais. On n'a jamais, si vous voulez, sur le papier, il ne nous dit jamais en quoi Marine Le Pen c'est mal, en quoi c'est mal, c'est tout, c'est des nazis, des fascistes, mais c'est complètement stupide. Et en réalité, plus personne n'y croit. Donc je suis d'accord avec Philippe, le
fait que cette phrase fasse polémique, c'est quand même un festival de posture. C'est la comédie. Eh ben, mes amis, je vais pas du tout être d'accord avec vous, parce que Olivier Dussopt, c'est pas n'importe qui, c'est quand même l'aile gauche de la Macronie, et qui considère que Marine Le Pen est plus républicaine que les gens de la NUPES, de ses anciens amis, Parti Socialiste, Olivier Faure compris. Moi, je ne crois pas au hasard en politique. Cette phrase, elle a été mûrement réfléchie par Olivier Dussopt. Qu'on me dise pas qu'il est fatigué avec les retraites, c'est quelque chose qu'il pose, et c'est posé de manière à faire réagir. C'est effectivement ce fameux ballon que Emmanuel Macron aime lancer pour voir comment l'opinion publique va s'en saisir. Qu'est-ce qui se joue là ? Il se joue la dissolution, mes amis. Il se joue le fait qu'Emmanuel Macron est en train de provoquer le débat autour du Front National en imaginant le remaniement et après, dans quelques mois, l'éventualité d'une dissolution qui était d'actualité. Rappelons-nous, on a eu ce débat-là il y a quelques semaines. Ça, c'est le premier point politique de ma lecture politique, Elisabeth. Deuxième point, moi, je n'oublie pas qu'est-ce que le Front National. Tu connais mes origines juives. Jamais Marine Le Pen a enlevé les propos du père de Jean-Marie Le Pen concernant les chambres à gaz. Mais c'est une blague. Pour fréquenter, Elisabeth, pour fréquenter... Bien sûr que si. Là, non, mais là, tu mens. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Elle a dit elle-même, dans Le Point, la Shoah et l'extermination des Juifs, c'est le pire crime de l'histoire. Alors, si elle a dit ça, j'enlève ce que je viens de dire. Mais pour connaître sur le terrain en région sud, qui sont les militants du Front National, Elisabeth? Ce ne sont pas des gens qui ont un engagement politique traditionnel, puisque leur engagement politique se construit dans le rejet, en l'occurrence en région sud, des immigrés. Est-ce que mais je les connais, excuse-moi, t'es pas le seul à les connaître. On a fait campagne contre eux avec Mariani, je les ai rencontrés dans les meetings. Est-ce qu'on construit une ligne politique sur le rejet de l'autre? C'est pour ça que moi je considère que les propos d'Olivier Dussopt sont des propos qui sont aujourd'hui très intéressants à la lecture politique de ce que peut faire Emmanuel Macron. Avant de recevoir William Emmanuel, allez-y Elisabeth. Non, je veux juste dire que le rejet de l'immigration n'est pas le rejet des immigrés. On a le droit d'être contre l'immigration sans être traité de raciste. Allez, William Emmanuel, après ce petit tour de table, est-ce que finalement le RN est en phase de dédiabolisation aujourd'hui? Ou est-ce qu'il l'a carrément terminé sa dédiabolisation? Écoutez, d'un point de vue factuel, la candidate du Rassemblement national a été au second tour en 2017 puis en 2022. Donc des gens peuvent estimer que la dédiabolisation a fonctionné, il me semble. Ensuite, les idées du Front National ont tout de même percolé au cours des dernières décennies, au point que beaucoup de partis politiques qui se présentaient comme républicains ont repris le discours sur l'immigration, sur la sécurité, etc. Donc il y a un glissement à droite de la société française depuis un moment, qui est organisé sous l'effet de la poussée du Front National. Et aujourd'hui, on dit, est-ce que c'est dédiabolisé ou pas? La perspective d'une victoire de Marine Le Pen est envisagée de manière très sérieuse, aussi bien à droite qu'à gauche. Donc j'ai envie de dire que le processus, il n'y a plus de questions. Est déjà enclenché. Philippe Bilger. Est-ce que vous ne croyez pas tout de même, vous avez évoqué la présence de Marine Le Pen à 2 reprises au second tour, c'est tout à fait exact, mais est-ce que vous ne croyez pas que cette dédiabolisation aura toujours sa limite au moment de l'élection suprême et au second tour? Pardon pour cette réflexion qui pourra apparaître simpliste, est-ce que vous ne croyez pas que le nom de Le Pen constituera toujours dans l'esprit public, pour un certain nombre de gens, une sorte d'obstacle? Alors, il y a 2 points, si vous voulez. D'une part, quelle est l'alternative aujourd'hui à Emmanuel Macron? Il n'y a pas d'autre candidat à droite ou à gauche qui a le brevet de présidentiabilité, si je puis dire. Deuxièmement, dans d'autres pays européens, comme la Hongrie ou l'Italie, des gens qui étaient considérés comme très à droite, voire à l'extrême droite, ont accédé au pouvoir, et ensuite ont modéré leur discours. Giorgia Meloni, par exemple, en Italie, a changé un peu de position sur la guerre en Ukraine, de même que Marine Le Pen, du reste, puisqu'elle était plutôt perçue comme pro-russe avant le conflit, et que désormais, elle s'est alignée sur une position qui est celle de la plupart des pays occidentaux. Donc, si vous voulez, je ne pense pas que le débat puisse se porter sur le nom de Marine Le Pen, sinon elle ne serait pas parvenue 2 fois au second tour. C'est au cours des 2 derniers scrutins présidentiels.
et je ne pense pas que ça risque d'empêcher les Français de voter pour elle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, aussi bien à gauche qu'à droite aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a un désert et que ça se joue entre le parti d'Emmanuel Macron et l'extrême droite. Donc, si vous voulez, comme la démocratie a besoin de respiration, l'alternance se joue désormais entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Elisabeth Lévy. Non, moi, je voudrais juste ajouter une chose. D'abord, sur le nom de Le Pen, je n'en sais rien, en fait, parce que évidemment, la NUPES va jouer ça, si vous voulez, à nous en faire des tonnes, et les médias, et France Inter, bref, on connaît tout ça. Et ce serait de bonne guerre, Elisabeth Lévy, enfin, dans leur combat. Non, c'est pas de bonne guerre de nous prendre pour des débiles. On peut les attaquer politiquement sans nous faire croire qu'on a des nazis à nos portes. Ça, c'est pas de bonne guerre. C'est nous prendre pour des cons, pardon. Ma chère Cécile, je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour tout ce discours qu'on entend sur France Inter toute la sainte journée et qui, à mon avis, fait insulte à notre intelligence. Non, je voulais ajouter un mot sur la notion d'arc républicain. C'est simple. Soit, si le Rassemblement national n'est pas un parti républicain, nous avons des institutions, nous avons des juges, et à ce moment-là, il ne faut pas qu'ils puissent se présenter aux élections. Depuis quand on laisserait des gens non républicains se présenter aux élections? Donc, ce procès est un procès, encore une fois, stupide. Ils n'ont aucun argument, parce que s'ils avaient un argument, ça fait longtemps que le RN ne pourrait pas se présenter. Et dernière chose, on a bien vu ce qui s'est passé à l'Assemblée. Effectivement, il y a quand même un contraste qui n'est pas tout à fait à l'honneur des débraillés de la NUPES, pardon. William Emmanuel, est-ce que Jordan Bardella joue un rôle, justement, prépondérant dans cette dédiabolisation, entre guillemets? Alors là, je dois avouer mon incompétence parce que je ne sais pas très bien ce que dit Jordan Bardella sur ce sujet. Mais je pense que au-delà des non, mais sur l'image de la jeunesse, sur son. En fait, quand le Front National est entré assez massivement à l'Assemblée nationale à l'issue des dernières élections législatives, vous avez bien remarqué que les députés du Front National, du Rassemblement National, comme il s'appelle maintenant, étaient plutôt bien habillés, rasés de près, cravatés, etc. Et ils se tenaient plutôt bien. Donc je pense que tout ça entre dans le cadre d'une stratégie pour se faire accepter des électeurs et de ne plus effrayer les électeurs. Et donc Jordan Bardella, je pense qu'il fait ça sous la dictée de Marine Le Pen, qui demeure tout de même la figure de proue du mouvement. Christophe Madrol, je partage complètement. J'essaie d'avoir une lecture politique de tout ça. Moi, à la place de Olivier Dussopt, effectivement, Marine Le Pen a été plus polie que les débraillés de la NUPES pour faire plaisir à Elisabeth. Et je partage effectivement le bordel de la NUPES à l'Assemblée nationale à bordéliser le débat et aucun intérêt pour nous citoyens d'avoir suivi ce qui se passait à part le cirque à l'Assemblée nationale. Moi, la lecture politique que j'ai avec Bardella, merci Cécile d'avoir posé. Le fait qu'elle nomme Bardella comme présidente du mouvement, rajeunit et montre une image beaucoup plus jeune et beaucoup plus dynamique du Front National, qui était le parti des vieux de l'OAS, des anciens de l'Algérie, etc., etc. C'était l'image de ma génération, de notre génération, un certain nombre. Aujourd'hui, c'est une image moderne de la politique. Et quand on regarde les propositions de Marine Le Pen, rappelez-vous le débat qu'on a eu ici sur l'avortement. Jamais le Front National, le fait de mettre dans la Constitution l'avortement, c'était une proposition que Marine Le Pen a repris. On en a débattu ici. Il y a des thématiques où elle crante le fait qu'elle devienne respectable. Pas forcément républicaine, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais respectable. D'où l'image de l'ensemble des parlementaires qui sont cravatés, qui sont propres sur eux, qui sont repolonisés. Mais aujourd'hui, le fond... Moi, j'ai du mal à le voir. Je continuerai, excuse-moi, à combattre le Front National parce qu'il porte des idées qui ne sont pas les miennes. Et aussi sur les questions migratoires. On ne se construit pas sur le rejet de l'autre, chère Elisabeth. Mais je répète que ce n'est pas le rejet de l'autre, c'est le rejet de la submersion migratoire et qu'on peut rejeter l'immigration sans rejeter les immigrés. Et ça, je tiens beaucoup à se distinguer. William Emmanuel, est-ce que vous ne croyez pas quelque part que ce qu'on appelait, peut-être un peu trivialement, l'arc républicain a du plomb dans l'aile, mais que le plafond de verre, comme ça s'est passé à la dernière présidentielle où Marine Le Pen est passée de 33 à 42%, l'empêchera toujours de passer la barre fatidique des 50%, sauf à avoir un candidat de la NUPES en face d'elle au second tour? Alors, je pense que l'arc républicain ne fonctionne plus. Sinon, le Front National n'aurait pas eu autant de députés. Et je pense que le plafond de verre pour Marine Le Pen portera davantage sur la perception qu'ont les Français de sa capacité à diriger le pays que sur le rejet de ses idées. En clair, est-ce qu'elle a la compétence pour devenir présidente de la République? La question s'est posée en 2017, elle s'est de nouveau posée en 2022.
Va-t-elle se poser de nouveau en 2027 ou est-ce que les électeurs se passeront à autre chose en disant de toute façon on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé là en même temps? Est-ce que ce n'est pas le moment de choisir quelqu'un d'autre, même si on sait que la personne est un peu limitée? 20 secondes. Un mot chacun. Je voulais juste rappeler. Pardon Elisabeth, un mot. Il est intéressant de noter que de l'arc républicain, LFI est exclu aussi. Mais moi, j'ai exclu ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Non, je voulais juste rajouter un mot pour les oublieux. C'est que Marine Le Pen a fait une chose qui est quand même, on peut l'accréditer peut-être du fait que c'était assez douloureux personnellement, elle a fichu son père dehors. Ce n'était pas si simple et c'était pas du flanc, contrairement à ce qu'on nous a dit. Donc quand même, on peut au moins lui faire moi, c'est très clair. Je crois plus, en tant qu'homme de gauche, que l'arc républicain fonctionnera la prochaine fois, Philippe. Je pense qu'effectivement, si Marine Le Pen est face à qui que ce soit, le risque qu'elle gagne la présidentielle, pour moi qui est un risque, chère Elisabeth, est réel. Rappelez-vous que le débat, faut rappeler l'histoire, entre Manuel Valls et François Hollande au moment des régionales. Dans la région sud, si je n'avais pas avec Castaner retiré ma liste au profit de Christian Estrosi, c'était Marion Maréchal Le Pen qui gagnait la région sud, région de 5 millions d'habitants. Idem dans l'Est. Faut se rappeler que le jeu du Front National remonte et la stratégie du Front National fait qu'aujourd'hui, le plan de gouvernement n'existera pas la prochaine fois. Merci beaucoup, William Emmanuel, directeur de Bastille Magazine et auteur de ce livre, Nous, le peuple, la démocratie face à ses ennemis, publié chez VA Éditions. Vous restez avec nous dans un instant. La suite des vraies voix, et c'est le quiz de l'actu. Ça fait sourire, ça fait sourire. On aime ça. Allez, à tout de suite. Qui a dit, hein? Philippe David, comment ça va? Ça va très bien, et vous, surtout à l'heure du quiz là, on les voit qui sont en train de, on est tendu là, de pratiquement se jeter des choses au visage. On dirait les chevaux à l'écurie quand ils doivent sortir. Ça va dépendre. Moi je fais les talons alors. Moi je vais hennir, parce que c'est comme ça. Et avec, en tout cas, on est ravis de vous retrouver. C'est vrai, moi jusqu'à 19h avec Gérald qui est avec nous. Ça va, Gérald? Oui, bonjour à tous. Sur Renault. Gérald, vous allez devoir choisir dans ce quiz de l'actu contre qui vous allez jouer. Est-ce que vous allez jouer contre Philippe Bilger, contre Christophe Madrol ou contre Elisabeth Lévy? Je choisis contre Christophe Madrol. Voilà, voilà. Et pourtant, vous avez quelque chose contre moi, je Oui. Vous m'en voulez quelque chose? Non. Vous supportez quelle équipe, Gérald? Du coup, Lévy et puis Christophe Bilger. Non, mais vous supportez quelle équipe de foot, pardon? Aucune, je regarde pas le foot. L'équipe de France, si vous voulez. Voilà. Ah bah tiens, alors ça, moi, dans mes bras. Vous êtes fait une j'adore, copine. la question n'est même pas est-ce que vous supportez une équipe de foot, c'est quelle équipe supportez-vous, comme si vraiment ça allait avec l'air qu'on respire. Gérald, j'accepte ce duel. Gagnera, il sera dans vos bras, symbolique. Allez. Et en plus, le bonheur d'affronter Elisabeth Lévy, qui sera votre partenaire, et Philippe Bilger, ça me fait un plaisir énorme. Et ben voilà, comme ça, on y va. Première question, Philippe. C'est sûr. C'est à vous. Allez-y, question alcool. C'est une question alcool. Vous préférez faire le Kikadi? De quel lieu parle-t-on dans cette citation? Ça devient une beuverie dès 9h du matin. Pas du tout. Ça devient quoi? Non. Une beuverie dès 9h du matin. Non. Non. Vous n'avez pas lu l'actu? Non, vous n'avez pas lu l'actu. Le salon de l'agriculture. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy. Effectivement, c'est le salon de l'agriculture. Mais la pubelle de l'Assemblée, c'était aussi vrai. C'est vrai aussi. C'est pour ça que c'était dans l'une des trois propositions. Absolument. Allez, un premier Kikadi, parce que là, Cécile a sorti une flopée de Kikadi. Oui. Kikadi. Dans le cadre de la réforme des retraites, Kikadi, si on veut l'accord des LR, il faut les écouter. Pradier. Non. Non. Macron. Non. Dussopt. Non. Retailleau. Non. Roselyne Bachelot. Non, un ancien Premier ministre. De Villepin. Bonne réponse de Philippe Bilger. Raffarin. Jean-Pierre Raffarin. Qui a pour une fois quitté le fin. Ah oui, David, ça c'est à vous, effectivement. Gérald. 4-0. Non, et 2. Non, mais c'est 2 points et 2 points. Il a négocié les points, Gérald, contre moi. Vous avez vu ça? On se croirait à Marseille. Non, c'est 4-0. 4-0. Non, mais parce que. 4-0. Il n'y a pas eu les propositions. Vous ne connaissiez pas la nouvelle règle. On y va. Allez. Non, mais la règle, elle change tous les jours. C'est une question Kikadi.
En ce qui concerne les propos d'Olivier Dussopt sur les remerciements à Marine Le Pen, qui a dit après Macron, premier président à saluer les fascistes Mélanie, Dussopt qui cire les pompes de Le Pen. Bah, Ça ne doit être pas nous, non? Non. Bompard. On est dans ce point-là. Non. Bompard? Non, il joue au foot. Ruffin? Non. Il joue au François Hollande. Je vois pas du tout. Il joue au foot avec un ballon avec Olivier Dussopt dessus. Ah, ça y est. Ah oui, Bonne réponse, Thomas Porte. C'est Là, Thomas. vous nous avez beaucoup aidé. 6-0. Ça, c'est un score de tennis. J'ai l'impression d'être au Olympique de Marseille face au PSG hier soir. Attention, on ne vous entend pas. qui est Mbappé? Gérald, en fait, vous vous souvenez de rien. Ah non, mais ils répondent trop vite. C'est un truc de fou. Donc, Alors, Gagné, Gérald. une autre question Kikadi, parce que là c'est une orgie de Kikadi. Kikadi, dans le cadre de l'affaire du corps démembré, s'il a déposé une partie du corps de sa femme au parc des Buttes Chaumont, c'est parce qu'il s'agit d'un des plus beaux parcs de Paris. Sur la liste. Hidalgo. Non. David Béliard. Non. Ah, c'est surréaliste. Émeric Caron. Non. Alors, trois possibilités. Réponse 1, la voisine du prévenu. Réponse 2, la mère du prévenu. Réponse 3, l'avocate du prévenu. L'avocat du prévenu. Bonne réponse de Christophe Madrol. Là, avec une avocate comme ça va être difficile devant les jurés, je crois. 6 à 6. 6 à 2. On est sympa, Christophe. On voulait que tu sauves l'honneur. 6-2. Je l'ai un peu senti. Quand j'ai dit la proposition, j'ai senti qu'il m'aidait, Philippe David. Pas du tout. Ça ne Allez. m'étonnerait pas. C'est une question. Il est super l'avocat en tous les cas. Il est vraiment bien. Il a des arguments chocs. Ah ouais. Qui, attention, Gérald, c'est peut-être pour vous. Question César. Lors de la 48e édition des Césars, quelle actrice a remporté pour la première fois dans sa carrière le César de la meilleure actrice? Efira. Bonne réponse de Philippe Bilger. Vous avez vu avec quel flegme Efira. Ah bah Efira. C'est passé comme ça, bam. Bon bah 8 à 2, je pense qu'on peut dire que l'affaire est pliée. Efira pas. En tout cas. Efira pas. 8 à deux. Bravo, Gérald. Bravo, j'ai rien fait. En tout cas, bravo, Gérald. Vous les avez soutenus mentalement. Ouais, ils sont sur le plateau. On va dire que c'est plus facile, mais en tout cas, bravo à vous. Ouais, vous avez été très bon, Gérald. Ouais, Gérald. Vous savez quoi? Vous les avez inspirés. C'est ça. Bah, ouais, vous êtes inspirant, Gérald. Et vous restez avec nous, Gérald. Vous réagissez comme vous voulez. 0826 300 300. Oui, non, je n'ai pas compris, excusez-moi. Vous réagissez quand vous voulez et vous oui, toujours, avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir surtout, et merci beaucoup, continuez comme ça, votre émission est vraiment super. Okay. Merci. Donc, à tout de suite, c'est un plaisir de vous écouter et ça change un petit peu de ce qu'on peut entendre ailleurs. Merci beaucoup Gérald, on vous embrasse et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Dans un instant, le coup de cœur de Philippe David sur les médecins qui ne font pas l'aumône, selon lui. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux et puis on fera le tour de table de nos amis éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue, c'est lundi et il fait froid, serrons-nous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, vous l'avez entendu, hein, Philippe Bilger et Christophe Madrol, il faut mettre des caleçons molletonnés, hein, avec le froid qu'il fait, c'est important. Ouais. Elisabeth Lévy. Imaginez Philippe et Christophe avec des caleçons molletonnés, je ne sais pas pourquoi. Cette image me remplit de joie. C'est un programme. Ah bah, c'est peut-être l'occasion d'organiser. Tu dis ça, Elisabeth? On met des caleçons, Philippe et moi. Molleton, ça a de la gueule. Moi, je préfère les froufrous et la dentelle. Voyez-vous. Et ça dépend des Obad. Oh, dis donc, c'est coquin, hein, dis donc. Je suis toujours beaucoup intéressé aux marques de lingerie. Oui. Je vous recommande. Et pourtant, Philippe. J'en ai jamais mis. Hein, oui, et pourtant, vous avez dit la dernière fois à quoi sert la lingerie? Vous avez dit cette phrase. Oui, mais c'est... oui, vous avez dit ça à l'antenne. Ne poussez pas dans mes fondements. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, c'est le coup de cœur de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Oui, c'est un coup de cœur pour les médecins qui ne font pas l'aumône. Et c'est un coup de cœur partagé. Nous sommes en compagnie du docteur Bruno Guay, médecin généraliste à Trèbes, dans l'Aude, dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Docteur Bruno Guay, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, les médecins refusent la consultation à 30 € avec engagement territorial. Est-ce qu'ils ont raison pour vous? Ben oui, ils ont raison. En fait, on est surtout remonté contre ces conditions qui sont liées à l'augmentation tarifaire.
On travaille déjà 55 heures. Moi, personnellement, je ne vois pas comment je peux augmenter mon temps de travail, si ce n'est d'avoir du personnel en plus. Donc, actuellement, cette demande d'augmentation du temps de travail avec une augmentation tarifaire est quasiment impossible à tenir. Le ministre de la Santé s'est exprimé ce matin, mais pour vous et pour les médecins, a priori, le compte n'y est pas. Non, moi j'ai écouté son interview notamment. Je suis atterré par le discours qu'il a donné. Je pense que c'est avant tout un manque de respect pour les médecins libéraux. Et ce n'est pas comme ça qu'on va attirer les jeunes médecins vers ce métier, notamment cette médecine de soins qui est indispensable dans notre pays. Et vous, qu'attendez-vous des pouvoirs publics ? Moi, j'attends deux choses. J'attends le respect de notre travail, ce qui me paraît très important. Respecter les médecins qui passent beaucoup de temps dans leur travail. Et deuxièmement, j'attends d'avoir des moyens pour exercer correctement mon métier. Les médecins libéraux en France emploient à peu près en moyenne 0,3 équivalent temps plein. Il faut augmenter ce temps. Il est ridiculement bas. Et si on a plus de moyens pour embaucher des gens, évidemment, on pourra peut-être augmenter l'accès aux soins. Un mot, les voix Philippe Bilger. Docteur, je rejoins totalement votre demande d'augmentation tarifaire, mais en discutant avec des gens, lorsqu'on évoquait la possibilité d'aller jusqu'à 50 €, on était un peu inquiet parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ne pourraient plus aller chez le médecin avec de tels tarifs. Qu'en pensez-vous ? C'est la Sécu qui paye. Et vous savez, le mot d'ordre de 50 €, en fait, il n'est pas tellement pour augmenter le revenu des médecins, il est pour leur permettre d'exercer leur métier et notamment d'avoir du personnel. Donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que, effectivement, ça paraît choquant de doubler les honoraires, mais il faut savoir que nos honoraires sont bloqués depuis 6 ans et qu'en plus, la demande est telle actuellement. Nous, on a 30 demandes à peu près par semaine de patients qui cherchent un médecin traitant. Ah oui. Donc, si vous voulez vraiment recevoir ces gens, il faut des moyens et notamment, il faut du personnel. Et après, cette consultation sera remboursée par la sécurité sociale, bien sûr, et par les mutuelles. Donc, ça ne va pas changer grand-chose pour les patients qui, évidemment, seront remboursés. Alors maintenant, on sait bien que ces 50 €, on ne l'aura pas, parce qu'on est largement en dessous actuellement dans les négociations. Mais ce 30 € qu'on nous a proposé avec un engagement territorial, c'est insupportable. Un mot très court. Christophe Madrol, Elisabeth Lévy. Oui, mais merci docteur, je partage votre analyse. J'étais assez scié d'entendre le ministre de la Santé hier, ce matin, dire qu'il aimait les médecins parce que son oncle, sa tante, son beau-frère était médecin. En gros, il a dit, je vous respecte parce que toute ma famille est médecin. Moi, j'aimerais rapidement, il faudrait toute une émission pour débattre de ça. Je ne comprends pas. Et je soutiens votre démarche, mais la différence qu'il y a aujourd'hui entre le secteur hospitalier et les lits privés qu'il y a dans certains hôpitaux publics, je le répète, certains médecins spécialistes aujourd'hui ont des lits privés dans les hôpitaux publics que nos impôts payent. Et le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de financement de la médecine libérale comme vous installé à la campagne. Un mot, Elisabeth Lévy. Oui, non, mais moi j'ai toujours été sidéré, si vous voulez, par le fait que les gens rechignaient à payer quelques euros de plus pour une consultation médicale, alors qu'ils sont prêts à dépenser des sommes considérables pour leur iPhone. Oui. Et ça, non mais c'est juste, il y a aussi un problème qui est lié, si vous voulez, au fait que les gens ne savent même pas ce qu'ils payent et considèrent que tout ça ne coûte rien. Oui. Et je pense que ça, c'est un véritable problème, y compris pour les dépenses de santé dans notre pays. Merci, docteur Bruno Guay, médecin généraliste à Trèbes, dans une maison de santé pluriprofessionnelle. On salue nos auditeurs de l'Aude. Oui, absolument. Merci et tous les médecins de France. Merci Bruno Guay d'avoir été avec nous. Tout de suite, le Top Clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et parmi les informations ou les hashtags les plus commentés sur Twitter, ça va pas faire plaisir à Christophe Madrol, mais on trouve toujours OM PSG et Kylian Mbappé. Oui, victoire 3-0 du club parisien hier. Une réaction. Oui, bon, il faut bien pour ceux-là qui seraient passés à côté de cette information. Réaction très partagée, celle de l'attaquant Kylian Mbappé de retour dans les vestiaires hier soir. Pété de rire, Mbappé qui répète 137 fois la même phrase. S'amuse par exemple le compte PSG Community.
C'est une journée au boulot. Voilà ce qu'il répète. C'est une journée au boulot. Ça, c'était une journée au boulot. Voilà, le PSG qui se redonne un peu de confiance avant son match retour face au Bayern de Munich le 8 mars. Les Bavarois l'avaient emporté 1-0 à l'aller au Parc des Princes. Ça va donc être dur. Il y a du boulot, comme il faut aller on chercher. fait une seconde de silence pour Christophe Madrol. Non, il faut aller chercher le défibrillateur. Il a fait un malaise. Alors, si je peux me permettre, c'est la première fois que je voyais au stade Vélodrome Mbappé jouer en vrai. Le garçon est impressionnant. Il est, comme le disait Tudor ce matin, donc l'entraîneur, pour ceux qui ne savent pas de l'OM, il vient d'un autre monde, c'est un extraterrestre. Oui, c'est clair. Moi, je suis contre les supporters de foot qui en plus sont fair-play. Vraiment, c'est pas drôle. Et le folklore dans tout ça. Allez, et des nouveaux licenciements chez Twitter, Félix, 200. Oui, 200 licenciements chez Twitter, ça fait quand même 10% des effectifs du réseau social. Selon le New York Times, la directrice des produits en développement fait partie des employés remerciés. Or, elle faisait partie des rares responsables à ne pas avoir démissionné ou à ne pas avoir été congédiée après l'arrivée du milliardaire à la tête de Twitter. C'est donc désormais chose faite. Responsable du nouveau programme de vérification Twitter Blue, qui a fait beaucoup parler. Elle avait affiché un soutien fidèle au nouveau chef à l'entreprise. Elle était quand même allée jusqu'à tweeter une photo où on la voyait dormir dans un sac de couchage sur son lieu de travail dans les locaux de Twitter, pour vous dire à quel point elle travaillait beaucoup. Pour rappel, Elon Musk avait licencié déjà la moitié des effectifs de Twitter début novembre, quelques jours après avoir racheté la société 44 milliards de dollars. Puis d'autres salariés étaient partis. Au fil des semaines, les effectifs de Twitter seraient donc passés de 7500 à l'époque à désormais un peu plus de 2000 salariés en activité en quelques mois. Eh ben, dis donc, je peux aller chercher mon sac de couchage ou c'est trop tôt? C'est un peu tôt. On va vous ramener à la maison, Elisabeth Lévy, ne vous inquiétez pas. À la maison? Non. À la maison. Philippe Bilger, Elon. C'est un chef. Il n'a pas de gratitude. À un moment donné, il faut savoir quitter même ceux qui vous ont soutenu. C'est pas beau comme comportement humain, mais il doit avoir ses raisons. Oui, c'est ça. Ça plaît pas du tout à Christophe Madrol. Non, moi je suis toujours impressionné par le flame de mon ami Philippe Bilger, qui a une classe. Je le reconnaissais, Christophe, je ne vis pas le pire. Donc je peux en parler. Qu'est-ce que je vous dise, Moi, j'utilise Twitter pour communiquer, mais je suis de plus en plus, j'ai de plus en plus envie de me retirer de Twitter et de tous ces réseaux sociaux qui me prennent la tête de plus en plus. Est-ce que Twitter tiendrait le choc? Si je m'en vais, mais je crois que la vente est faite immédiatement. Et comment il s'appelle, Musk? Elon Musk vendra immédiatement ce truc. C'est ça. On vient de me dire que le Twitter, là, en tout cas, chute en bourse depuis que Christophe Madrol a annoncé qu'il allait probablement. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix, et puis on reviendra sur ce coup de projecteur. Emmanuel Macron qui va partir 5 jours sur le continent africain. Le président a déployé sa stratégie lors du discours il y a quelques minutes, une petite heure. Les 4 ans à venir en Afrique où l'influence française est de plus en plus contestée. On va en parler bien entendu avec nos éditorialistes du jour et vous au 0826 300 300. À tout de suite. Il est 18h20, au cas où vous nous le demanderiez, mais enfin vous n'allez pas demander, donc on vous le dit quand même. C'est pas grave. En tout cas, c'est les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 20h avec Christophe Madrol qui est avec nous. Ça va, Christophe? Toujours avec vous, Cécile. C'est bien, merci. Elisabeth Lévy, ça va? Mais oui. Oui, vous êtes belle. Et avec Philippe Bilger, qui est beau aussi. Vous êtes beau. Oui. Vous êtes beau. Ben oui, vous êtes beau de dedans et de dehors aussi. De dedans. On va aller au fond du sujet. Allons au fond du sujet. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Mettez-moi la fin. Et ils sont très heureux, en tout cas, de cette actualité. Philippe Bilger, vous êtes très heureux de votre actualité. C'est l'arrivée finalement de Frédéric Tadei sur CNews. Ah oui, depuis toujours, j'ai beaucoup apprécié Frédéric Tadei et j'ai lu récemment une interview très intéressante dans Le Parisien où je constate qu'il n'a pas changé un iota
de son excellente philosophie sur la liberté d'expression et la manière dont il conçoit le dialogue. Et il arrive, vous le savez, sur CNews, d'ailleurs il est déjà arrivé, je l'ai appris ce matin, de 22h à minuit, dans une émission dont j'ai oublié le titre. Les visiteurs du soir. Les visiteurs du soir. Très bon titre. Ouais, très Et bon donc titre. je suis très heureux qu'il arrive parce que il est évident que sa personnalité est très différente de celle de Pascal Praud. Ils s'apprécient tous les deux et il est très conscient du fait que en réalité lui il écoute d'abord et il ne donne jamais son avis et c'est le contraire d'après ce qu'a dit d'ailleurs en riant Pascal Praud ce matin. Moi je coupe, lui ne coupe pas et donc Frédéric Tadei va apporter énormément à CNews. Elisabeth Lévy. Alors moi, je suis d'accord, j'aime beaucoup Frédéric Tadei. Je pense que le service public a fait une immense sottise de le laisser partir parce que c'était vraiment la seule chose que, et je trouve que effectivement c'est une excellente chose qu'il arrive sur CNews. Je regrette juste, vous voulez, que finalement j'aurais aimé voir Tadei dans un décor, dans un bistrot, dans un... Finalement, c'est une émission de la nuit. Alors peut-être que ça viendra, peut-être qu'un jour elle se fera comme ça. Dans un lieu Et par insolite. ailleurs, j'espère aussi qu'on verra dans cette émission, puisqu'il a dit qu'il inviterait qui il voulait. Hein, et je crois que la direction de CNews jouera tout à fait ce jeu-là avec lui, qu'il invitera ceux qu'on appelait les cerveaux malades. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse chez Tadei, c'est qu'il fait partir tout le monde. Il fait parler tout le monde, pardon. Et ça, je trouve que c'est très important et peut-être que quand je dis des cerveaux malades, je blague, c'est-à-dire des gens contestables, des gens qui nous choquent, des gens qui ne pourra pas être invité. Non, nous on ne pourra pas être invités. Parce que on ne pourra pas être invités. Bon, mais je serai invité pour vous deux alors. Voilà. Non, moi je suis, nous serons privés. Moi je suis toujours, on va se parler franchement, c'est les vraies voix. Comme toujours. Parlons vrai. Je suis un écologiste, je suis de gauche et souvent mes amis me disent qu'est-ce que tu fais à aller sur CNews? Eh ben, je peux vous dire que je continue à me régaler d'être invité sur CNews parce que je peux dire ce que je veux, à qui je veux, dans le ton qui est le mien. Et cette expression, et j'écoute France Inter, Charles-Éric Lévy, je me régale, c'est les éditos de mon ami Yael Gauze, comme je me régale à écouter Sud Radio. Je crois que la pluralité de l'information nous enrichit. Et CNews fait partie de ces chaînes qui amènent aussi à réfléchir et à entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Moi qui suis de gauche, moi qui suis écolo, si j'écoute simplement France Inter et que je me reste à me bloquer sur France Inter ou sur Sud Radio, il y a un espace de mon cerveau qui n'est pas l'esprit contestataire que peut avoir CNews, même si j'entends beaucoup de conneries. En tout cas, c'est bien que ça existe. Un mot, Elisabeth. Micro, je vous rappelle, un micro-mot, je veux dire, je vous rappelle simplement que France Inter est payée par nous tous et que donc, ça ne devrait pas être une radio de gauche. Ça me semble... J'ai pas dit ça, moi. Non, bah non. si, mais c'est une radio de Non, gauche. Et ça ne devrait Christophe pas a une l'être. particularité, il se régale avec Yael Gauze. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Pas Yael Gauche. Oui, chacun ses goûts vraiment bizarres. Et un mot, Roch-Olivier Mestre, il faut le dire ça. Non, c'est très important parce qu'après les attaques insensées de la ministre de la Culture, le patron de l'Arcom a stipulé la fin de la récré en disant que CNews respectait parfaitement ses obligations de pluralisme. Et ben donc, voilà. je m'associe C'est pour à ça ces qu'il m'invite moi en ce moment. Donc, cher. pour ça. Allez, Tour on de y- table de Christophe Madrol. Et Christophe, selon vous, être écolo et heureux au salon de l'agriculture, c'est tout à fait possible. Oui, parce que je Suite aux reviendrai à ce événements. qu'a dit tout à l'heure mon ami Philippe Bilger, de cet écologiste un peu fanatique, qui est venu interrompre le discours du président de la République en refusant le débat. Moi, j'aime nos agriculteurs. Je connais nos agriculteurs, qu'ils soient camarguais, du Haut-Var, qu'ils soient des Alpes-Maritimes ou des départements alpins ou du Vaucluse, mais aussi de l'Indre et de la Creuse. Je connais le travail quotidien qu'ils font, qu'ils soient éleveurs, qu'ils soient maraîchers. Je connais les contradictions qu'ils ont à gérer en matière de développement de leur exploitation, en protégeant l'environnement. Et je suis toujours étonné des attaques permanentes que certains écolos ont par rapport au monde agricole. Moi, je suis heureux qu'il existe un salon de l'agriculture. Je suis heureux que les agriculteurs puissent parler. Vous savez qu'un agriculteur en France touche entre 1000 et 1200 euros. Qui Quand il se accepterait paye. de travailler 1000 à 1200 euros 7 jours sur 7? Il faut voir le travail quotidien qu'ils ont. Donc, effectivement, on doit évoluer. La transition écologique, chère à mon ami Elisabeth Lévy, doit avancer. Bien
sûr, on n'utilise plus de pesticides pour pouvoir développer l'agriculture. Bien sûr qu'il faut arriver au circuit court. Bien sûr qu'il faut mettre de plus en plus de bio dans nos assiettes. Bien sûr. Mais je connais pas un agriculteur qui, avec plaisir, pollue ses sols. Et je connais pas un éleveur aujourd'hui, pour bien les connaître dans l'Indre, dans la Cher, dans l'Aude ou en Camargue, qui ont une exploitation agricole pour faire de l'élevage et qui polluent leurs bestiaux. Donc oui, sauvons nos agriculteurs, soutenons notre agriculture, c'est fondamental pour l'avenir. Et vous savez, je monte souvent en train de Marseille à Paris ou de Paris à Montpellier et je vois l'ensemble de nos terrains, de nos champs. Bravo les agriculteurs, continuez parce que vous protégez aussi l'environnement. Christophe, dans le micro, on a entendu Sylvie Brunel qui vient d'écrire un livre pour les agriculteurs et elle disait, et je vous rejoins totalement, que le problème de ceux qui attaquent les agriculteurs, c'est qu'ils donnent toujours un vocabulaire négatif. Ils ne les connaissent pas. Au lieu de parler de pesticides, on devrait parler de médicaments à la limite. Oui, mais ils les connaissent pas. Donc, vous savez que les écologistes font de la politique dans des petits bureaux parisiens, sont souvent bobos, comme on dit. Pardon Christophe, je ne voulais pas vous relancer, comme je sais qu'Elisabeth... Non, là, sur l'agriculture, je suis totalement d'accord. Et les écolos, si vous voulez, ont une vision de la nature qui me fascine toujours. C'est-à-dire que les activités, les activités humaines, c'est mal. En fait, ce dont ils rêvent, c'est des parcs avec des ours qui feront venir des touristes, mais surtout rien qui soit l'activité humaine. Ils ont une vision complètement Disneyland, en fait, de la nature. On n'a pas le temps de faire votre tour de table, Elisabeth Lévy. Par contre, Philippe Bilger et Elisabeth Lévy, vous me copiez 50 fois. Quand je parle dans le studio, je parle dans mon micro. Ouais. Ça vous va? Bah bien sûr. Et je peux le faire à la partie du subjonctif. C'est pas grave. Je voulais parler de la méchanceté des réseaux sociaux sur Pierre Palmade, mais j'en parlerai demain matin. Et bien voilà, très bien. Votre édito. C'est dommage, j'aurais une chose à dire aussi, parce que j'ai été... Oui, mais c'est mon édito. C'est son édito, et il dira demain matin. Cela dit, je vais ajouter une chose, c'est que ça m'ennuie à la fin. À chaque fois que je le vois, à la fin, je suis de gauche. Il faut que ça cesse. Ouais, c'est ça. C'est l'aile droite, l'aile gauche. Si nous passions la nuit ensemble, Elisabeth. Dans un instant, avant sa tournée en Afrique centrale, Emmanuel Macron a fixé le cap de sa politique africaine. On va en parler dans quelques instants. Vous voulez réagir? Vous avez entendu le discours. 0826 300 300 avec cette question: la France a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique? Vous dites non à 86%. On a envie de vous entendre. À tout de suite. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Christophe Madrol. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Mercredi, Emmanuel Macron part pour 5 jours sur le continent africain. Le président a déployé sa stratégie lors d'un discours d'une bonne heure pour les 4 années à venir en Afrique, où l'influence française est de plus en plus contestée. On l'a vu notamment au Burkina Faso et au Mali, où les soldats français ont dû quitter le pays. On va en parler de suite avec Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'IPSE au Pôle Afrique. Bonsoir Jean-Claude Félix Chikaya. Bonsoir à tous. Alors on va faire un tour de table des vraies voix. Avant de vous donner la parole, vous avez suivi le discours d'Emmanuel Macron de A à Z. Oui. Philippe Bilger, c'est notre question. La France a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique pour vous? Alors très rapidement, sous le contrôle de notre spécialiste, d'une part, j'ai bien compris qu'il y a une phrase, 2 phrases importantes, me semble-t-il, dans le discours. La France ne doit pas être le bouc émissaire, ça d'accord, mais il y en a une autre intéressante lorsqu'il dit la France-Afrique c'est terminé, mais il faut que la France, en quelque sorte, remplace le vide qui sera créé. Et là, une double question: est-ce que les pays africains concernés sauront retrouver, j'allais dire, le crédit qu'ils ne prêtent plus à la France parce que probablement ils ont été déçus ou qu'ils sont injustes? Et le deuxième, c'est de dire, est-ce que la France elle-même est aujourd'hui un pays suffisamment attractif sur beaucoup de plans pour attirer une adhésion de l'Afrique? Alors, on fait le tour de table. Très vite, par rapport aux questions fort intéressantes que vient de poser Philippe, je pense qu'il faut parler et de la Chine et des États-Unis qui, eux, poussent leurs pions. Et la Russie, avec beaucoup de moyens, en tous les cas économiques, en ce qui concerne notamment les Chinois, qui sont beaucoup en Afrique. La deuxième, c'est que il y a aussi une mauvaise foi crasse dans un certain nombre de pays qui faisaient partie de l'Empire français, qui est de mettre tous leurs mots sur le dos de la France et de la colonisation. Et quand ils n'auront plus la France comme bouc émissaire, il y a un moment où ils devront quand même
se tourner vers ce qu'ils ont fait eux de l'indépendance. Et là, je vous invite à lire le livre de Driss Rali, qui est notamment auteur à causeur, mais qui vient d'écrire un livre qui fait un bilan de la colonisation, qui est vraiment très intéressant et qui est plus contrasté comme bilan, si vous voulez, que l'espèce de démonisation en bloc que l'on fait. Simplement, moi, je ne peux plus entendre, c'est la faute à la France. Je ne peux plus entendre cela. Ces sociétés, depuis 45, avaient largement la possibilité... c'est 60. Depuis 60, oui, depuis les années 60, avaient quand même le temps, disons, d'être indépendante et de construire peut-être des choses plus intéressantes que ce qui a été. Christophe Madrol. C'est un débat très intéressant. Rappelez-vous, quand je suis revenu de la COP, on avait fait un direct et je vous parlais effectivement des banquiers, des repas de banquiers africains. L'Afrique, ce n'est plus le petit noir qui attend la denrée de la France, le grand frère colonialiste. L'Afrique aujourd'hui est un pays qui est... un continent. L'Afrique est un continent, pardon, avec des pays qui sont aujourd'hui présents sur les scènes internationales, qui sont dans le business international, qui regardent à juste valeur la Chine, aujourd'hui la Turquie, qui est très présente, la Russie, un peu moins les États-Unis, Elisabeth, et plus du tout la France. Et je vois aujourd'hui la fonction de la KW allemande vis-à-vis de l'AfD, qui aujourd'hui ne remplit pas son rôle. C'est un débat très compliqué. C'est la même chose que l'AfD pour les Allemands. En fait, c'est la banque allemande, c'est l'aide au développement allemande, qui est très présente avec des accords avec les Russes, avec des accords avec les Turcs. Et dans tous les pays africains où je suis allé, que ce soit le Djibouti, que ce soit l'Afrique de l'Est, la Chine se retire au détriment de la France évidemment, mais pour aller dans les bras de la Turquie qui amène de l'argent cash pour pouvoir développer les ports, pour développer l'agriculture, développer le transport. Jean-Claude Félix Chicaya. Alors, Philippe Bilger l'a dit, cette phrase qui fait le buzz, la France devient le bouc émissaire idéal en Afrique. Est-ce que ça ne va pas créer des remous à quelques heures de son départ pour le continent africain ? Je ne crois pas, parce que c'est à moitié vrai. Parce que c'est vrai que souvent des régimes autoritaires, totalitaires, qui additionnent les décennies avec leur mandat, prennent avec une certaine duplicité la France comme bouc émissaire, alors qu'ils sont parfois, pour certains, qui font partie d'ailleurs de la tournée, présents au pouvoir et soutenus au pouvoir par une France-Afrique qui n'a pas fini malheureusement d'agir. Et justement ce discours est assez bon parce qu'il veut en finir, parce qu'il a vu qu'il n'est pas allé assez loin pour enterrer donc cette France-Afrique. Monsieur Giscard disait en son temps l'Afrique aux Africains, et tous les autres, que ça soit Pompidou, De Gaulle, Sarkozy, Hollande, Chirac, l'ont tous dit. Et Sarkozy a eu bien sûr ce discours scandaleux à Dakar. Mais on peut dire que il y a eu une part d'autocritique dans le discours du président Macron. C'est assez intéressant parce que bien sûr, il y a du en même temps et de l'ambivalence et quelques contradictions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il prend ses responsabilités, mais il met aussi plusieurs champs dans leur champ de responsabilité. Notamment les chancelleries africaines. Il y a 54 pays en Afrique, d'Alger au Cap en Afrique du Sud. Donc chacune doit avoir aussi son discours, et quel discours nouveau d'avec la France, quel rapport politique, géopolitique, géostratégique et géoéconomique. On ne peut pas changer les choses sans les gens. Donc il ne pouvait qu'enclencher ou essayer d'enclencher un mouvement réciproque. Et on ne peut pas seulement parler de l'Afrique comme un seul pays, comme malheureusement c'est fait avec des représentations erronées qui malheureusement sont datées, et d'autres influences. Eux vont un peu partout avec un autre discours. Et pourquoi il a raison en partie sur le bouc émissaire. Si la France avait envoyé, au lieu d'envoyer l'armée officielle, aider les pays du Sahel pour combattre les islamistes, le terrorisme, s'il avait envoyé des mercenaires, il y aurait eu un scandale déjà national en France, continental et autres. Il y a un accord de défense qui est signé entre le régime de Poutine et de nombreuses chancelleries africaines qui, au départ, n'ont pas dit que Wagner était donc bien présent, parce que
dans les critères et dans les lois de chaque pays concerné et dans les critères de l'Union africaine, les mercenaires sont interdits. Le mercenariat est interdit. Et même en Russie, Wagner, normalement, devrait être interdit. C'est interdit au nom de la loi. Donc on voit bien que maintenant, cette duplicité est plus que mise en exergue et il y a un spectacle. Donc il y a des exigences à l'égard de la France qui sont légitimes, comme à l'égard de tous les pays. Sauf que là, on envoie des mercenaires et malheureusement, on trouve dans une frange des sociétés civiles des citoyens, quel que soit leur âge, parce qu'il ne faut pas seulement voir l'Afrique de manière générationnelle, mais bien intergénérationnelle, qui au lieu d'avoir en étendard les drapeaux d'une avancée transitionnelle démocratique, remue un drapeau russe, mais surtout le drapeau, pas seulement russe, mais le drapeau d'un régime autocratique, totalitaire, qui a commis donc une invasion impérialiste, expansionniste, dont les pères et les grands-pères se sont déjà battus en Afrique de manière légitime. Donc on voit bien qu'il appelle à une cohérence. Il appelle à une cohérence les pays africains pour que la France ne soit pas un bouc émissaire et que le ton et la vision soient la même. Les vraies voix veulent réagir. Philippe Bilger. Juste une question. On a annoncé si souvent la mort de la France-Afrique que finalement, sans ironie, on peut considérer qu'on avait une mourante extraordinairement en bonne santé. Vous croyez vraiment que cette fois-ci, c'est la bonne? Alors, moi, j'attends les actes, parce que pour l'instant, on peut dire qu'un discours, ça peut être aussi une réforme sémantique. Justement, oui. Une réforme sémantique qui va coller un petit peu à ce que dit l'intergénération en Afrique, les militants, les oppositions et tous ceux qui veulent un vrai changement. Donc, on peut complètement coller à cette sémantique, voire militante, et puis en faire un programme géopolitique. Sauf que pour voir vraiment l'état d'une co-animation, parce que c'est déjà une confondation dans les milieux des années 50, la France-Afrique, une co-animation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certains sont au pouvoir et restent au pouvoir, aussi avec l'aide de cette France-Afrique. Donc ce qui a été dit de manière intéressante et peut-être ambivalente, qui enlèvera une vision un petit peu, malheureusement, pas assez conséquente. Il dit bien, nous sommes en Afrique pour nos intérêts, mais comme les autres. Mais comme il l'a dit dans son discours, il fallait le dire. C'est mieux en le disant. Parce que sinon, on tombe dans le giron de conversations qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Là, on parle de géopolitique, de géostratégie. Il y a une guerre d'influence, même si dans son discours, il ne dit pas une fois Wagner, pas une fois la Chine, pas une fois le Mauricie. Il ne parle que de la France et l'Afrique et des nouveaux rapports. Et il appelle même un champ économique et géoéconomique qui, lui, est à voix basse, le champ économique et notamment les grandes entreprises françaises et européennes qui laissent le démantèlement d'une France-Afrique qui ne peut pas être seulement géopolitique, mais qui est aussi géoéconomique, mais aussi une évolution aussi sur le plan monétaire. Il y a la question aussi du CFA, mais aussi psychosociologique. Donc il y a toutes ces questions où chacun, comme il l'a dit, il a demandé au monde économique, quand ils vont discuter avec un président africain, ils envoient le N-10 alors que devant les autres, les Russes, les Chinois, les Israéliens, les Turcs et autres, on envoie le N+1. Donc ils demandent à tout le monde de changer de prisme et de paradigme, et que ça ne peut pas se faire seulement sur le champ de la présidence française. Donc c'est intéressant qu'ils demandent à tout le monde de participer, entre guillemets, si je veux être positif, à cette épopée pour renouveler les rapports entre la France et l'Afrique. Jean-Claude Félix Tchikaya, à l'ONU, les trois des 4 pays qu'Emmanuel Macron va traverser, c'est-à-dire le Gabon, l'Angola et le Congo, sont abstenus comme la Chine et l'Inde. Ils n'ont pas voulu aller dans le sens de tout le monde et ils se sont mis en retrait concernant l'Ukraine, l'abstention. Oui. Est-ce que ça va créer, est-ce que l'arrivée d'Emmanuel Macron peut créer sur place, est-ce que ça peut créer un problème? Non, je pense que le président a tenu là de manière ferme une position claire.
sur le fait que, et moi j'en fais peut-être la traduction, mais je vais vous dire aussi ce que je pense de manière analytique et ce qui, je pense qu'il est en phase avec ce que je vais dire, mais la neutralité n'est pas possible pour des pays qui veulent de manière légitime un autre rapport avec la France, des rapports qui soient délestés, des rapports parfois néocoloniaux ou avec des représentations, mais aussi sortir des tutelles totalitaires à l'intra des locaux, et que ces mêmes locaux qui sont parfois des régimes autoritaires, totalitaires et dictatoriaux jouent de manière double, donc une certaine duplicité géostratégique où ils vont s'abstenir en disant nous ne sommes pas alignés ou multi-alignés, mais sauf que le vote à l'ONU, il ne peut pas être dans un giron infoné comme quoi vous êtes multi-aligné ou non aligné devant l'agression criminelle étatique du régime russe, qui est un régime avec une volonté d'expansion coloniale. Moi j'entends ce que vous me dites, bon je suis un peu bête et je comprends pas tout, mais je connais un peu l'Afrique, je connais un peu les rapports internationaux, je participe à de multiples rencontres internationales. Et aujourd'hui, la France n'a plus les moyens des politiques qu'elle pouvait mener en Afrique. Soyons clairs. Si on veut effectivement avoir de l'influence, il faut avoir des moyens financiers, économiques que la France n'a plus. Je parlais tout à l'heure de l'agence France Développement. Je fais le tour de toutes les chancelleries de nombreux pays africains et asiatiques. Je vois les stratégies qui sont mises en place par les Russes, par les Turcs, par les Israéliens par les Chinois. La France est où? La France n'existe pas. Donc que le président Macron n'ait pas travaillé sur la question africaine depuis le début de son mandat, depuis le début de ses mandats. Le dernier président qui a travaillé sur la question africaine, c'était Jacques Chirac. Et je le regrette parce que il y a eu un sommet en 2017. Oui, mais le sommet, on a vu ce que ça a donné. On a vu le rassemblement. C'est vrai qu'il a bien entendu, il a bien écouté, comme Philippe le disait tout à l'heure, mais on n'avance pas sur la question africaine. Si on veut avoir l'ambition de pouvoir reconstruire une relation gagnant-gagnant avec les pays africains qui sont demandeurs, il faut pouvoir mettre sur la table de la monnaie, des projets, une relation, un plan d'investissement qui soit... Mais on en est où du plan d'investissement africain? J'aurais aimé savoir qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron au Gabon. Et Cécile, vous avez raison de poser la question du vote de ces pays à l'ONU. C'est ça qui se joue. On a eu sur ce plateau une fois un invité qui est venu débattre avec nous de la situation africaine avec l'histoire Wagner, qui nous parle. L'enjeu aujourd'hui, c'est la condamnation ou pas de l'invasion russe, de la guerre russe vis-à-vis de l'Ukraine. Ces trois pays se sont abstenus. Ça veut dire qu'ils sont du camp russe aujourd'hui et plus du camp français. Attendez. On peut s'abstenir sur les sanctions sans défendre pour autant. Pas dans la question qui a été posée. Elisabeth. C'était un peu la pas par rapport à la question qu'avait Jean-Claude veut vous répondre. Oui, non, si je peux me permettre. Même s'il y a une certaine stratégie, géostratégie, ils savent bien qu'en ayant de manière, là c'est une stratégie géopolitique forte, leur position remplit toutes les salles d'attente des chancelleries africaines où presque toutes les chancelleries du monde viennent pas seulement profiter de la baisse de l'influence française, mais aussi le fait que l'Afrique n'est pas un continent pauvre, mais un continent appauvri par nombre de gouvernances qui ne sont pas conséquentes, mais le monde entier ne vient pas dans les salles d'attente des chancelleries pour une rivière asséchée. Il y a des matières premières, il y a pas seulement ce qu'il y a dans le sol, mais aussi... En particulier au Gabon, où il y a beaucoup de pétrole. Et puis c'est aussi le deuxième poumon vert mondial. Et puis, on peut dire qu'il va quand même dans une poudrière. Il va dans la prochaine poudrière, c'est l'Afrique centrale. Donc là, il va quand même voir des régimes qui sont quasi dynastiques, dictatoriaux, au mieux totalitaires, qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, avec un continent qui est majoritairement jeune, qui n'en peut plus d'avoir les mêmes. Certains sont nés et ont encore le même président. Il va au Gabon, il n'y a eu que 2 présidents, Léomba et Bongo Père, 3, j'oubliais, le fils, donc 3 présidents. Donc c'est pas seulement le fait de l'histoire du Gabon, c'est aussi une partie liée avec la France, donc il faut se délier. On ne demande pas au président français et à tous les champs géopolitiques liés à la France et à l'Europe de faire tomber Bongo, M. Sassou Nguesso et autres, mais d'avoir un autre rapport, donc de parler le plus
au peuple africain et aux oppositions. Elles sont pas toutes. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter sur le plan économique? J'ai entendu le résultat des 86%, si je me trompe pas, si je ne m'abuse, de vos auditeurs. Qui disent que la France la plus drôle à jouer en Afrique, c'est ça? Je mettrai en faux parce que dans toutes les capitales, africaines d'ailleurs, les Français sont toujours dans les meilleurs quartiers, sont souvent des hommes et des femmes d'affaires qui ne sont pas là pour rien ou pour faire un safari. Il faut marcher l'économie locale, mais aussi l'économie géopolitique et géostratégique de la France et de l'Europe. Donc c'est un marché à regagner. On n'a perdu pas beaucoup par rapport aux Allemands, par exemple, sur les marchés africains. Oui, les Allemands, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Israël, la Turquie, mais tout le monde, le Brésil, l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que il y a le côté peut-être multi-aligné veut dire qu'il y a une multipolarité du monde et que la France, ce qui est dit, c'est lui tordre le bras au niveau des sociétés civiles, pour certaines, pour ceux qui ne sont pas malheureux, qui ne versent pas dans le réactionnaire et dans le populisme, mais ceux qui veulent une démocratie, c'est tordre le bras à la France pour d'autres rapports, mais ils tordront le bras aussi à la Chine et à tous ceux qui se comportent de manière autoritaire. Donc c'est pour cela que on trouve en creux dans le discours de Macron, qui est assez fin, c'est qu'il sait très bien que la jeunesse, c'est chacun son tour chez le coiffeur, demandera aussi aux autres d'avoir d'autres rapports, moins surplomb, avec moins de surplomb et moins prédateurs. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Claude Félix Tchikalia, d'avoir été avec nous. Pour le coiffeur, je repasserai. Et chercheur à l'Institut Prospective Sociale Européenne au pôle Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Tout reste à faire. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix, c'est pas fini. Il y a encore, il y a toujours un goût de trop peu, mais on va vous en remettre un petit peu avec Philippe Bilger, avec Christophe Madrol et Elisabeth Lévy. 0826 300 300, ça sonne. Avec Frédéric qui est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour Madame Lévy, bonjour. Oui. Elisabeth ira bien. Oui. Babette. On a un auditeur poli. Non, je n'irai pas jusque-là. Je vous en prie Frédéric, on vous écoute. Le cœur y est. Donc voilà, oui, tout à l'heure, j'étais absolument furieux lorsque le commentateur, monsieur William Emmanuel, si j'ai bien compris, est revenu au moins 2 fois sur le fait de dénigrer les électeurs du Rassemblement national avec les vieilles lunes que le genre de personnage qu'il est répète sans arrêt. Alors oui, le Rassemblement national, il est encore OAS, antisémite. Ah non, c'est pas William Emmanuel qui a dit ça. Hein. Ah non, c'est pas lui. C'était Christophe Madrol. Alors excusez-moi, j'ai confondu. Donc, non, pas du tout. Vous pouvez lui parler, il est en face de vous. Allez, je suis dénigré, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour le débat. Continuez à me dénigrer. Il a oublié de dire fasciste, mais il le pensait. Non. Ensuite, le Front National n'est pas fasciste. Ensuite, jamais, même Jean-Marie Le Pen n'a été anti-républicain. Madame Le Pen a harmonisé, a aplani tous les écueils qu'il pouvait y avoir très tranquillement, avec des Monsieur Chenu, Monsieur Bardella, je crois Tanguy quelque chose, il me semble, j'écorche son nom, je ne me rappelle plus bien. Jean-Philippe. Très bien, je crois, et d'autres. Et il a accusé méchamment également les électeurs du Rassemblement national de refuser d'accueillir et donc il a fallu qu'Elisabeth Lévy lui rappelle 2 fois au moins que ne pas vouloir accueillir toute la planète, ça n'a rien à voir avec le fait de refuser un accueil mesuré. Voilà, donc de tout le temps revenir sur ce genre de choses, moi ça m'agace parce que ça va pas, quoi, de dire aux électeurs d'un parti. Alors, je n'ai même pas voté pour Marine Le Pen à la présidentielle, hein, mais de tout le temps vouloir rabaisser des électeurs, alors qu'il y a tout un tas d'autres électeurs dans d'autres catégories, aussi bien de gauche, d'extrême gauche, qui sont. Alors, si on veut les mépriser, si on veut mépriser les électeurs du Rassemblement national, tout un tas d'électeurs de cet autre camp peuvent largement être méprisés quand on voit ce qu'ils font. Alors, on peut penser aux écolos, on peut penser aux NUPS, etc. Frédéric, je propose à Christophe Madrol de vous répondre. Moi, je suis d'accord avec vous, mais d'abord, j'ai pas parlé de fascisme, parce que je sais ce que ça veut dire que le fascisme, et je considère pas le Front National. Je sais bien, mais je suis sûr que vous y avez pensé. Une seconde. Alors, ça va être rapide. Moi, je combats le Front National à Marseille depuis des années, non pas par lubie,
mais je n'oublie pas le meurtre du jeune Ali Ibrahim tué par des colleurs du Front National. Je n'oublie pas les nervis du Front National dans le Sud qui ont été de ceux qui ont été les plus violents contre les mouvements sociaux et féministes. Tout ça, je les oublie pas. C'est sûr que le Front National évolue. Il y a combien de couleurs d'affiches du Rassemblement National ou même des républicains qui se font tabasser par des gauchistes? Je suis conscient parce que je ne suis pas... Je suis conscient, parce que j'essaye d'être pas stupide et ouvert, je vois l'évolution du Front National. Je vois ces jeunes qui préfèrent le Front National aux partis traditionnels de droite, parce que les partis traditionnels ont abandonné la question patriote, ont abandonné la question sécuritaire, et préfèrent aller vers le Front National. Tout ça, je le vois. C'est pour ça que je suis attentif, mais moi, la pensée qui exclut n'est pas une pensée sur laquelle je construis mon identité politique. Je construis sur le rassemblement. Vous avez votre voix comme Olivier Dussopt, attention. Non, je voulais juste rappeler à mon cher Christophe que des électeurs n'ont pas seulement quitté les partis de droite pour le Rassemblement National, il y a énormément d'électeurs qui ont quitté des partis de gauche. Je vous rappelle la blague, qu'est-ce que c'est qu'un électeur du RN? Un communiste qui s'est fait cambrioler 2 fois. Et cela dit, puisque c'est la fin de l'émission, moi je le dis, c'était une bonne journée de boulot. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup d'avoir réagi sur ce sujet. Merci de nous appeler régulièrement 0826 300 300. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci Christophe Madrol d'être revenu de votre contrée Elisabeth Lévy, merci beaucoup. On vous retrouve très rapidement. Et dans un instant, les vraies voix citoyennes. On va parler des agriculteurs, pas mal d'agriculteurs qui s'engagent et qui trouvent des idées pour essayer de pallier à la crise agricole. Restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite.